Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La gamelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année, ça fait combien? Ich bin ein Berliner. Et si l'histoire donnait le tempo de la musique du présent? Ouvrez grand vos oreilles, vous êtes dans un podcast d'Histoire de lire. L'histoire, c'est maintenant et c'est avec vous. Vous êtes avec Napoléon romancé. Napoléon, par sa vie trépidante, les chevauchées militaires dans toute l'Europe et jusqu'en Égypte, sa veine devant les boulets de canon, ses conquêtes amoureuses, j'en passe et des meilleures, est devenu dans notre imaginaire un véritable personnage de roman. Mais n'est-ce pas le jeune général Bonaparte, cheveux longs au vent, lors de la première campagne d'Italie, qui vole comme l'éclair et frappe comme la foudre, que nous avons gardé en mémoire? Comment sortir de ce joli roman gravé dans notre panthéon collectif et revenir à la réalité historique? Pour nous aider dans ce travail de rembobinage du film et de retour au réel, je vous propose de faire appel à notre expert national par excellence, Jean Tullard. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, Jean Tullard, vous êtes membre de l'Institut, auteur de plus d'une 50aine de livres, on les compte plus, sur Napoléon, mais pas que. Je rappelle votre autre passion, le cinéma. Voilà, vous êtes, pour ceux qui n'ont pas vu l'actualité dernièrement, vous avez été l'historien qui avait prononcé le discours devant le président Macron lors des cérémonies du bicentenaire de la naissance de l'empereur. Jean, ma première question est toute simple. Comment expliquez-vous autant de légendes sur Napoléon, de récits de l'épopée napoléonienne complètement réécrits? Ah, quel roman que ma vie, disait Napoléon. Et effectivement, si vous songez qu'il part de rien, d'une famille soi-disant noble, mais pas très assurée, et assez pauvre, il a un destin qui semble se limiter à une carrière d'officier. Il songe même à un moment donné à jouer toute sa carrière militaire en Corse. Il est fasciné par Paoli et donc son destin semble l'orienter en tout cas vers, s'il reste sur la métropole, un destin de capitaine. Ce qui se passe, ce qui change tout, et sinon il n'y aurait pas Napoléon, c'est la Révolution française. C'est elle qui remet tout en cause, qui remet en cause les privilèges, qui remet en cause les carrières, qui remet en cause la politique, qui remet en cause la paix et la guerre. Bref, tout est changé d'un seul coup. Et c'est là la chance de Napoléon. Sans la Révolution, il n'était rien. Il le comprend d'ailleurs, puisqu'il se posera toujours en garant des conquêtes de la Révolution. En effet, si nous considérons sa carrière, il commence comme officier, il est noble, enfin d'une noblesse qu'on a un peu arrangée peut-être, que M. de Marbeuf a fermé les yeux sur certaines choses, mais enfin il est noble. Et donc sa carrière est celle d'un noble, il fait Brienne, il fait l'école militaire, et il va poursuivre cette carrière dans des vies de garnison. La vie de garnison, sous Louis XVI, c'est sinistre. La guerre d'Amérique, c'est fini, il n'y a pas de guerre. Louis XVI, c'est le plus mauvais de nos rois, pour ça, il est nul. Ah, il va d'ailleurs le payer très cher. Et donc, c'est une vie de garnison assez médiocre, où on s'ennuie. Mais Napoléon qui était Bonaparte à l'époque, a une arme secrète. Il veut écrire. Car c'est ça la grande tentation de cette époque, de la fin du règne de Louis XVI, c'est que comme il n'y a plus de guerre, eh bien tous les officiers prennent la plume pour écrire. Alors, bien entendu, le plus fameux, le plus illustre, c'est évidemment la Choderlos de Laclos, avec les liaisons dangereuses. Mais Carnot lui-même, qui est un petit officier, fait des poèmes. Et donc, Bonaparte écrit. Il écrit pour lui, mais aussi il songe notamment à écrire une histoire de la Corse. Il médite là-dessus, il a réuni des éléments, et comme il pense qu'il va faire un chef-d'œuvre, il prévient Paoli, le grand homme de la Corse, pour lui dire qu'il a l'intention d'écrire sur la Corse.
Et Paoli lui répond assez froidement « Vous êtes trop jeune pour pouvoir être historien, et surtout de la Corse. » Alors il fera quand même des écrits. Il a laissé Le Masque prophète, qui est un conte fantastique dans le milieu de l'islam, très intéressant, et que Borges lui-même admirait. Il a laissé un roman ce sont des Corses qui ont fui la domination française et qui se sont retirés sur une île. Et leur rôle est de secourir des naufragés. Donc on secourt des naufragés d'un navire français. Alors on les sauve parce qu'ils étaient naufragés, et ensuite on les tue parce qu'ils étaient français. Il y a une chute extraordinaire, donc ça s'appelle la Nouvelle-Corse. Vous voyez que la carrière de Bonaparte se part dans la direction d'un écrivain. Alors vous allez sourire, ceux qui nous écoutent vont dire Napoléon écrivain. Non, Napoléon est un admirable écrivain, car on va s'en apercevoir avec les lettres d'amour à Joséphine. Lettre admirable qui figure maintenant dans toutes les anthologies érotiques, amoureuses. Après Héloïse et Abélard, c'est toujours Napoléon et Joséphine. Il y a ces proclamations qui sont extraordinaires. Il y a les articles qui l'inspirent. Vous avez par exemple fait une citation qui est de lui. Il parle de lui et que dit-il ? Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. C'est quand même pas du mauvais style, c'est frappant. Donc vous voyez que la première carrière de Napoléon, on n'y pense pas, ça allait être celle, je ne sais pas de Laclos, car évidemment les vies sont dangereuses, c'est un chef-d'œuvre inaccessible, mais bon, de livres qui auraient circulé dans les garnisons. Puis alors il multiplie aussi les lectures, il lit énormément, et il pense même à un moment donné, il est fasciné, on l'oublie par l'islam, il est fasciné par les Turcs. Il lit le baron de Toth et il se dit qu'après tout, une grande carrière du côté de Constantinople, ça ne serait pas si mal que ça. Donc, les dés ne sont pas jetés encore en 1789. Alors on comprend très bien, Napoléon est effectivement homme du livre, homme de lettres, homme de plume, et qui peut expliquer bien des choses ensuite sur la lecture, la relecture de sa vie. Passons côté cœur, si vous voulez bien. Sommes-nous dans la vie romancée quand on parle du Napoléon qui était un grand conquérant des cœurs féminins ? Napoléon, grand conquérant des cœurs féminins, faut dire que lorsqu'on voit la description qu'en donne la duchesse d'Abrantès, il est assez pitoyable. Il a plusieurs surnoms dans le chaboté, parce qu'il a des bottes plus grandes peut-être que ses jambes. Il est très mal habillé, il n'est pas très propre, il a les cheveux qui pendent, des cheveux gras. Bref, le séducteur ne va pas très loin, mais quand même. Il y a eu Mademoiselle du Colombier quand il était jeune, ça c'est des amourettes, on va laisser tout ce qui est enfant. Il y a Désiré Clary. Il y a Désiré Clary qui est donc sa première conquête. Sa première conquête d'ailleurs parce que ça a été arrangé un peu par son frère Joseph. Ce n'est pas que Désiré Clary, voyant Bonaparte, voyant Napoléon, dit « ce sera celui-là ». Non, c'est simplement que Joseph, épousant la sœur aînée Julie, présente son frère Napoléon et que ce frère, il pourrait effectivement être admis dans la famille. Mais les Clary, qui sont une grosse fortune, ne sont pas très enthousiastes, mais nous sommes quand même dans une période révolutionnaire où il n'est pas mauvais d'avoir un général dans sa famille. Donc, il va y avoir Désiré Clary, le premier amour, entre guillemets, de Napoléon. Ce Désiré Clary, ensuite, il va très mal se comporter à propos d'elle à Sainte-Hélène, lorsqu'il dira à Sainte-Hélène, à Gourgaud, « je lui ai pris son pucelage, et même les 2 pucelages ». Il le dit sans la grossièreté. Mais il faut comprendre, il faut replacer dans le contexte de Sainte-Hélène, et avec Gourgaud qui n'est pas d'une grande finesse. C'est Gourgaud d'ailleurs qui le rapporte. Nous n'avons pas la phrase directe de Napoléon. En tout cas, il y a effectivement une liaison avec Désiré Clary, mais qui ne va pas durer parce que Bonaparte pense plus à sa carrière qu'à ses amours.
ne faisons pas de Napoléon un grand sentimental sur le plan du cœur. Ce serait excessif. Pas grand sentimental, mais il enchaîne quand même les conquêtes en Italie, en Pologne. Il n'en enchaîne pas beaucoup. Et on ne peut pas appeler ça des conquêtes. Si vous permettez, il claque dans ses doigts et une dame de la cour vient coucher avec lui. Mais, sauf peut-être Marie Walewska, oui. Encore a-t-on beaucoup arrangé la chose à cause du fameux film où Greta Garbo est évidemment Marie Walewska. Je ne pense pas que c'était tout à fait Greta Garbo, et où Napoléon est Charles Boyer. Et dans ce film fameux, oui, là, Napoléon est le French lover pour Hollywood. Et d'ailleurs, on a bien souligné dans la version originale que c'est le French lover, car il doit parler avec un accent français. Et lorsqu'il dit, il fait sa déclaration à Marie Walewska, à Greta Garbo, il dit « I love you, me darling ». Évidemment, c'est assez extraordinaire. Non, Napoléon aura des femmes, oui, mais la seule qu'il ait véritablement aimée, c'est Joséphine, indiscutablement. Pourquoi ? Parce que c'est la première. Alors, on gardera une petite nostalgie de Désiré Clary, puisqu'il écrira une nouvelle. Il écrira une nouvelle, un roman d'amour, qui raconte précisément ses amours avec Désiré Clary, qu'il abandonne, et lui-même, c'est Clisson, ça s'appelle Clisson et Eugénie. Encore une fois, quand on dit Napoléon n'est pas écrivain, Clisson et Eugénie a été publié dans le Nouveau Féminin. Vous voyez, donc, lisez Clisson et Eugénie. Et quand j'étais prof à la Sorbonne, je lisais ça, et à la fin, effectivement, Clisson étant abandonné par Eugénie, qui s'est laissé séduire par son aide de camp, périt sous les coups de l'ennemi, il prend la tête de son armée, il va périr sous les coups de l'ennemi. À ce moment-là, je marquais un temps d'arrêt et je regardais le premier rang où il y avait de jeunes étudiantes. Si elles n'avaient pas la larme à l'œil, évidemment, elles risquaient d'être collées à la fin de l'année. Bon, et donc nous sommes toujours dans ce côté sentimental. Oui, par écrit, il est admirable dans ses lettres à Joséphine. Oui, il y a une tendresse pour Joséphine parce que c'est la première. La toute première, nous le savons, c'est une prostituée du Palais Royal. Il a raconté l'histoire, il l'a racontée de façon, encore une fois, admirable. Je vous assure, c'est un grand écrivain. Lorsque il raconte sa première aventure, il est au Palais Royal, il est très jeune, nous ne sommes pas encore en 1789, loin de là, nous sommes qu'en 1787, et donc il cherche à jeter sa gourbe, c'est la première fois. Donc il regarde parmi les prostituées qui sont là, et ce sont plutôt des canons, des femmes un peu grossières, et tout à coup il aperçoit une jeune, frêle, un peu émouvante, et qui n'a pas beaucoup de succès. Alors voilà, sa proie, il se jette sur sa proie, mais en même temps, il ne sait pas comment amener la chose. Alors il l'interroge comme s'il faisait une enquête sexologique pour savoir comment, elle lui dit comment avez-vous perdu votre pucetage, pourquoi êtes-vous là, etc. Et l'autre, avec une très grande douceur, répond chaque fois, patiemment parce qu'elle n'a pas de client. Et c'est une des plus jolies scènes que j'ai jamais lues. Donc elle est là, lui, il est un peu embêté, il ne sait pas comment jeter sa gourme, et l'autre se dit, flûte, j'ai un client, faut pas que je le lâche. Donc malgré ses questions, elle répond, et puis à un moment donné, elle en a quand même assez, elle lui dit, écoutez, il fait froid, allons chez vous, nous nous réchaufferons, et vous prendrez votre plaisir. Vous prendrez votre plaisir, c'est la chute. Non, Napoléon est un grand écrivain. Jean, je voudrais qu'on aborde la bataille de Marengo, qui, selon vous, est une des histoires les plus romancées, les plus fabriquées de l'aventure napoléonienne. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qui s'est réellement passé dans cette commune du Piémont lors de la deuxième campagne d'Italie, donc en cette année 1800, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, Bonaparte a franchi les Alpes. Il va affronter le général autrichien Mélas. Mais pour l'affronter, alors qu'il pensait le surprendre, comme lors de la première campagne d'Italie en franchissant les Alpes à un endroit où on ne l'attendait pas, il le cherche en vain et il oublie, ce qui est un des principes fondamentaux, d'éclairer le terrain, c'est-à-dire d'envoyer des éclaireurs à sa recherche. Il se retrouve donc le 14 juin au matin à Marengo,
il n'est pas lui-même à Marengo, il est un peu plus loin, et il y a là ces soldats qui bivouaquent, et voilà que de l'autre côté de la rivière qui les sépare, il y a les Autrichiens qui surgissent et qui attaquent les Français. Donc il est surpris, enfin son armée est surprise. Et bien entendu, elle est en état d'infériorité numérique puisqu'il a dispersé certaines de ses troupes, il n'a pas tout le monde sous la main. Le résultat, c'est que le général Victor, qui commande, futur maréchal, et Lannes sont submergés par le nombre des Autrichiens et à midi, ils battent en retraite. Et donc, c'est la défaite de Marengo. Bonaparte est battu. Mais les Autrichiens, conscients qu'ils ont gagné cette bataille, poursuivent mollement les Français qui battent en retraite. C'est une joyeuse poursuite, enfin bon, on ne se presse pas trop. On oublie que lorsqu'il y a un ennemi en fuite, il faut immédiatement l'écraser. Et dans l'intervalle, alors que Bonaparte n'était pas là le matin, le soir, il cherche, nous sommes vers 4 heures, il cherche désespérément des renforts et il a pu faire joindre le général. Alors on prononce la région d'Aisé, disons de Sexe. Et donc de Sexe accourt. Il accourt, il donne des ordres, on installe Marmont est là avec des canons. Et donc, alors que les Autrichiens lancent cette poursuite aimable et en chantant, en jouant de la musique, etc., tout à coup, ils voient les cavaliers de Kellermann les charger. Ils entendent le bruit des canons de Marmont et de Say qui est là à la tête de ses troupes. Et donc, ce qui était une défaite à midi devient une victoire à 17h. À midi, c'est les Français qui battaient en retraite. Et là, à 17h, ce sont les Autrichiens. Oui, donc c'est une bataille étrange. Et d'autant plus étrange que vous y cherchez Bonaparte. Car le matin, il n'était pas là, et il a été surpris. Et le soir, c'est Dessay qui change la donne. C'est lui qui arrive et qui organise tout, qui charge. Bon, Bonaparte, on ne le voit pas. Cette bataille, elle est fondamentale pour la carrière de Napoléon. En effet. Alors justement, je voulais vous faire parler de cette autre histoire, pas telle qu'elle s'est passée, mais, et vous l'expliquez très très bien dans votre livre Marengo ou l'étrange victoire de Napoléon, aux éditions Buchet-Chastel, où vous nous dites que cette bataille de Marengo hantait encore Napoléon à Sainte-Hélène 3 jours avant sa mort. Et lui, il a vu quelque chose d'autre ce jour-là. Oui, une autre version. Il a vu quelque chose d'autre. En réalité, c'est son avenir qui s'est joué là, alors qu'il en est absent. En effet, si Bonaparte avait été battu, je vous rappelle que le coup d'État est de novembre 1799, nous sommes en juin 1800. Le pouvoir de Bonaparte est très faible. Et donc, s'il était battu, son pouvoir s'écroulait. Par ailleurs, le remplacement était prévu. De l'autre côté, sur le Rhin, Moreau combattait. Et Moreau accumulait les succès au moment où Marengo est incertain. Moreau, avec d'ailleurs un certain nombre de généraux brillants, va remporter un certain nombre de victoires, dont il remportera ensuite la victoire décisive, celle de Hohenlinden. Ce n'est pas Marengo qui oblige les Autrichiens à demander la paix. Ce sera Moreau-Hohenlinden. Donc, il faut à tout prix effacer Moreau, c'est ça qui est, donc on ne parlera plus de Hohenlinden, et donner de la bataille de Marengo une image qui soit tout à la gloire de Bonaparte. Donc vous voyez que quand les courriers partent une première fois à midi, et qu'ils vont, il faut qu'ils arrivent en France, et c'est encore loin, ils vont annoncer que Bonaparte est battu. Immédiatement, il y a deux. Dans l'épopée napoléonienne, nous avons parlé des femmes, oui, d'accord. Mais il y a les traîtres. C'est ça dans l'épopée, c'est Fouché, Talleyrand. D'ailleurs, vous voyez, c'est ceux qui fascinent. Après Napoléon, c'est ceux qui suscitent le plus de livres, le plus de romans. Et donc, Fouché et Talleyrand, c'est oh là là, vous voyez, il est battu, il ne vaut plus rien. Et il prévoit ce qui est caractéristique pour ces gens nourris d'antiquité, il prévoit un triumvirat. Alors, le troisième devrait être Sieyès, mais Sieyès, qui est très prudent, envoie son bras droit Clément de Ris, donc il forme un triumvirat. Il s'apprête
à prendre le pouvoir et à essayer d'organiser comme ils peuvent, car il y a la menace des Jacobins et il y a la menace des royalistes. Donc il faut organiser ça tant bien que mal. Et puis voilà que, hop, on leur annonce la victoire. Ils sont soulagés, ils détruisent tout, sauf, dit donc, Clément de Ris, bêtise, soucier de faire chanter ensuite ses complices. Enfin, on ne sait pas, il le paiera très cher, mais nous y reviendrons peut-être. Bon, en tout cas, finalement, c'est une victoire de Napoléon. Mais il faut l'exalter, l'agrandir au maximum pour faire oublier les victoires de Moreau. Moreau, il ne sera éliminé qu'en 1804. Pour l'instant, il est toujours dans la course. Et donc, il faut grandir cette victoire. Et c'est d'autant plus facile, car vraiment, Bonaparte a de la chance, que Thésée, de Saxe, est tué. Donc, bien sûr, c'est de Saxe qui a été l'élément moteur. On lui rendra hommage, on ouvrira un tombeau, etc. Bon, il y aura des statues, il y aura il y aura un quai. Mais il n'en reste pas moins qu'on gomme bien plus son rôle et que c'est Bonaparte qui devient le héros. Il est là de sang-froid le matin, qui organise cette retraite qui est un repli stratégique, bien entendu. Alors là, voilà, vous touchez le point important, c'est comment il a réexpliqué cette bataille. Alors, donc, il y a, c'est la première apparition de ces fameux bulletins de la Grande Armée. Donc, il y a un bulletin de ce qu'on appelait l'armée de réserve, puisque la véritable armée, c'est celle de Moreau. Là, c'est l'armée de réserve que ne commande pas Bonaparte, car il n'a pas le droit constitutionnellement, étant premier consul, c'est Berthier qui la commande. Bon, mais donc c'est Bonaparte qui dicte à son état-major le récit de la bataille, et évidemment c'est parfaitement arrangé, au point que Kellermann, par exemple, trouvera qu'alors qu'il a été dans sa charge de cavalerie décisif, on l'oublie un peu, et tout semble être parfaitement organisé par Bonaparte, puisque ça ira encore plus loin, maître de lui, mais ça, Bonaparte, finalement, va manger sur le champ de bataille le fameux poulet Marengo. Donc, vous voyez, tout est admirable. Et ensuite, il reprendra le récit en faisant une publication luxueuse, mais c'est Berthier qui la signera, mais enfin, où on raconte à nouveau la bataille de Marengo en l'arrangeant de mieux en mieux. Puis, lorsqu'il va en Italie, le voyage en Italie, il passe sur le champ de bataille de Marengo, il en parle encore. Et à Sainte-Hélène, il raconte devant Lascaz, donc dans le mémorial de Sainte-Hélène, la bataille, avec une autre version, et il va dicter la campagne de Marengo. Donc, sans arrêt, on revient sur Marengo, parce que ça n'a plus de sens à Sainte-Hélène. Mais au départ, c'était fondamental. S'il avait été battu, on arrêtait là. Donc il n'y a pas eu de défaite, il n'y a pas eu de reculade, il a simplement retiré provisoirement ses troupes. Il les retire jusqu'à un moment donné où là, il y a les canons de Marmont, il y a les cavaliers de Kellermann, et les troupes font un demi-tour cette fois, et alors les Autrichiens s'avancent comme ça, joyeux, pensant qu'ils ont gagné, et puis d'autant plus chance énorme qu'il n'est pas mis en valeur, mais bien entendu pour cause, c'est que le général Mélas, croyant, lui, qu'il avait la victoire, et qu'il avait fait une chute de cheval, est rentré, abandonné le champ de bataille. Donc, je vous dis, c'est une bataille extravagante, une étrange victoire. Alors, merci. Donc, on a bien compris, effectivement, que ce qu'on a retenu n'est pas forcément ce qui s'est passé, que les vrais héros, c'était plutôt les généraux Moreau et de Saxe à l'époque dans cette aventure. Alors, on a parlé un petit peu de ce qui se passait à Paris. Comment, effectivement, ces événements ont été perçus avec ce double temps. D'abord la défaite et puis après la victoire. Alors, lorsqu'on annonce la défaite, je vous l'ai dit, il y a un triumvirat qui se serait formé. Nous n'en savons rien, puisque, effectivement, ils sont détruits, sauf peut-être Clément de Ris, ils ont détruit leurs papiers immédiatement. Mais il y a certainement eu, connaissant les deux personnages, il y a certainement eu, d'ailleurs, je ne sais plus quel dans ses mémoires, il y a un baron tout autre, il fait allusion, donc il y a eu quelque chose. Bon, mais là, ensuite arrive la victoire, mais ce n'est pas une victoire décisive. Bonaparte rentre, mais la guerre continue avec l'Autriche. Et c'est
après cette bataille que Bonaparte va prendre une décision capitale, parce que c'est la conséquence de Marengo. En effet, il a reçu une lettre de Louis XVIII, lui disant « Général, tout vous attend, la gloire, les honneurs, etc. Bien entendu, je compte sur vous pour me remettre sur le trône. » C'est Louis XVIII de la proclamation de Vérone, et c'est logique. C'est logique parce que quand la Révolution française a commencé, tout le monde a su comment elle finirait. Elle finirait par un coup d'État d'un général. Pourquoi ? Parce que c'était la réplique de la Révolution d'Angleterre, où on avait coupé la tête du roi, où il y avait eu la dictature de Cromwell, et où Monk avait restauré. Alors, Lafayette avait cru qu'il serait Monk, Dumouriez avait cru qu'il serait Monk, Pichegru avait cru qu'il serait Monk, et donc on pense maintenant que c'est Bonaparte qui sera Monk. Mais voilà qu'avant Marengo, il n'avait pas répondu. Après Marengo, il répond, c'est-à-dire qu'il dit non. Alors, eh bien, ça m'a failli encore s'arrêter. Vous savez, j'ai de la chance, pour moi, spécialiste Napoléon, parce que ça aurait pu s'arrêter très tôt et je serais fichu. C'est l'explosion de la machine infernale, le 24 décembre 1800, où Bonaparte échappe de peu à l'attentat. C'est le premier attentat à la voiture piégée, puis c'est une charrette sur laquelle on a posé un baril de poudre. Donc c'est l'attentat à la voiture piégée. Et c'est la première grande enquête policière. Car pour moi, je vous l'ai dit, dans l'histoire napoléonienne, je suis plus fasciné par les traîtres et par les policiers et autres. Et donc, c'est la préfecture de police que j'ai étudiée très en détail avec Henri, l'homme qui va inventer Vidocq et qui raisonne uniquement sur indice. Alors, c'est la première grande enquête sur indice. On a des morceaux de la charrette et on a surtout du cheval. Seul l'arrière a été emporté, mais on a gardé sa tête. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, les sbires d'Henri, Bouche-Sèche et Bertrand et autres, vont chez les marchands de chevaux. Ils disent, vous connaissez le cheval ? Vous l'avez ? Ah non, c'est Rossinante. Non. Vous connaissez le cheval ? Non, je ne vois jamais ce genre de bête. Vous connaissez le cheval ? Ah oui, c'est deux personnes. Alors, quel naïf, ils m'ont acheté ça fort cher. Et vraiment, c'est une vieille Rossinante. Et vous vous rappelez comment ils étaient ? Ils donnent des signalements. Il y a à la police ce qu'on appelle aujourd'hui des fichiers, qu'on appelle une topographie. Et il y a la topographie Chouane qui permet d'identifier. On sait que c'est Carbon et Saint-Régent. Paris a été bouclé, car je vous rappelle que Paris était enfermé dans la barrière douanière. Donc, Paris est bouclé, on va chasser. Et il n'y en a qu'un qui échappera, c'est Limoëlan, mais qui ne se remettra jamais de ce qui s'est passé, puisque c'est une petite fille innocente qui tenait la bride du cheval. Il lui avait confié la bride du cheval, et la petite fille a été déchiquetée. Et il y aura chez Limoëlan qui va se convertir, se retirer. C'est toujours épique avec Napoléon, vous voyez, toujours dans l'émotion. C'est ça qui vous explique pourquoi, vous posez la question, on s'intéresse à Napoléon. J'ai envie qu'on s'arrête sur une autre affaire que vous développez dans votre livre admirablement, une affaire rocambolesque, une affaire abracadabrantesque qui se déroule donc en France à ce moment-là avec, et vous avez fait allusion, le sénateur Clément de Ris. Cette histoire d'ailleurs est devenue un roman au sens propre, sous la plume de Balzac, une ténébreuse affaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et votre lecture personnelle sur cet obscur enlèvement ? Alors, peu après Marengo, donc, nous sommes, en octobre, en novembre, nous sommes au château du sénateur Clément de Ris. Et voilà que 4 cavaliers ou 5 cavaliers arrivent et s'emparent, fouillent tout dans la maison, terrorisent les domestiques, fouillent la maison, le bureau de Clément de Ris, prennent de l'argent, et puis ils emmènent Clément de Ris, ils l'enlèvent. Le Sénat vient d'être constitué, certes, mais le Sénat, c'est l'institution suprême, c'est le gardien de la Constitution. Enlever un sénateur, aujourd'hui, on a peut-être moins de bruit, mais là, c'est quand même, nous sommes au début de la Constitution, le Sénat. Alors le Sénat s'empare de ça, c'est un scandale épouvantable. Et il se trouve que le préfet du département n'est pas à la hauteur, il ne connaît pas son département, les gendarmes sont très manifestement dépassés, et on pense, on ne sait pas, on ne s'explique pas, on demande une rançon, enfin il a été demandé une rançon, mais quand on la dépose au lieu prévu, personne ne vient la chercher.
Et donc c'est Fouché, comme ministre de la police, qui est chargé de l'enquête. Cette enquête va lui permettre de retrouver effectivement Clément de Ris. Il va le retrouver parce qu'il est archi convaincu que ce sont des chouans. Il a des agents secrets partout, dont Bourmont, et il a des agents aussi dans le pays. Et ce sont ces agents qui vont lui permettre de retrouver la trace de Clément de Ris. Alors on ne va pas libérer comme ça Clément de Ris, puisque comme il y a eu des agents qui sont plus ou moins mouillés, c'est toujours comme ça. Donc, c'est le cavalier masqué qui emmène Clément de Ris dans une forêt, puis tout à coup, on est attaqué. Il se sauve, et Clément de Ris, on peut enlever enfin son masque, et bon, il se retrouve libéré. On scénarise la libération. Oui, voilà. Bon, ça se passe. Il est bien évident qu'on a libéré Fouché, un grand policier, a finalement pas retrouvé la trace, et on l'a libéré, et voilà, bon, ça en reste là, et ça en reste d'autant plus là que, évidemment, Fouché ne va pas lancer une enquête trop approfondie dans la mesure où il y a eu des complicités qui seraient fâcheuses. Seulement, l'explosion de la machine infernale dont nous parlions. Et il est évident que Fouché est accusé, parce qu'il n'a pas prévu l'explosion de la machine infernale. Et en plus, on pense, à ce moment-là, que ce sont des jacobins. Fouché est un jacobin. Dans les deux traîtres, Fouché, c'est la tendance jacobine, et Talleyrand, c'est la tendance royaliste. Donc là, c'est la tendance... Alors, c'est les royalistes. Là, Bonaparte est convaincu que ce sont les jacobins. Donc, Fouché doit reprendre l'affaire en main. Il va faire arrêter 3 bons jeunes gens, qui ont été dénoncés, de très bonne famille, et qui sont accusés d'avoir enlevé le sénateur Clément de Ris. Il y aura leur procès. Chose étrange, Clément de Ris ne viendra pas témoigner, ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui fausse le premier procès. Il y a un deuxième procès. Clément de Ris ne vient pas. Et finalement, les 3 suspects sont condamnés à mort et guillotinés. Voilà, c'est ça. Mais... La duchesse d'Abrantès écrit ses mémoires. Enfin, elle écrit, c'est-à-dire que c'est Balzac et d'autres, Théophile Gautier aussi, je crois, écrivent ses mémoires. Et dans ses mémoires, elle dit que, elle évoque ce fameux triumvirat dont nous avons parlé, qui serait été constitué à l'annonce de la défaite de Bonaparte à Marengo. Et lorsque la victoire était arrivée, immédiatement, Fouché et Talleyrand avaient brûlé leurs papiers, mais pas Clément de Ris. Soit qu'il était bête, soit qu'il était très malin et qu'il entendait faire chanter les 2 autres. Lui, peut-être derrière, Sieyès. Et donc, la duchesse d'Abrantès dit, finalement, comme le Clément de Ris avait gardé ses papiers, Fouché l'a fait enlever et ne l'a remis faire mettre en liberté que quand l'autre a restitué tous les papiers compromettants pour Talleyrand et Fouché. C'est donc une ténébreuse affaire, c'est l'un des plus beaux romans de Balzac, l'un des plus passionnants. On y voit Napoléon, c'est d'ailleurs Napoléon est évoqué constamment, et la fin est extraordinaire avec les 3 prêtres, Fouché, Talleyrand, Sieyès. Et donc, mais donc, la réalité, si vous me demandez mon point de vue, je pense que c'est... Je vous le demande. Oui, c'est Qui était un derrière enlèvement. On a enlevé, c'est du brigandage, on a enlevé, d'autant que Clément de Ris était un acheteur de biens nationaux, donc pas sympathique du tout pour ces jeunes aristocrates, et en même temps, on obtenait une rançon, on vivait comme ça. C'est un acte de brigandage. Alors, quand il fouille le bureau de Clément de Ris, ce n'est pas pour chercher des papiers compromettants, c'est pour chercher de l'argent. Il est bien évident. Et qu'on le remet en liberté parce que Fouché menace. Et donc, c'est Fouché qui remet en liberté, mais ce n'est pas Fouché qui l'a fait enlever. D'accord, ça ne veut pas dire que c'était au départ une affaire politique, quoi qu'il en soit. Le roman de Napoléon, on a bien compris, est en partie écrit par Napoléon, mais aussi grâce à l'existence de ces traîtres. Oui. Vous l'avez très bien dit, et ça amplifie toutes ces histoires. Ah, quel roman que ma vie, disait Napoléon, je l'ai dit. Et tout chez Napoléon est romancé. L'amour, la trahison, la gloire, la défaite. Et il n'y avait pas de légende sans le malheur. C'est la fin.
C'est le rocher. Donc oui, tout est admirablement construit pour que on ne puisse être que fasciné par Napoléon, et j'espère que nos auditeurs le seront. Je voudrais finir quand même avec le mot de la fin sur Marengo. Donc, on l'a compris, cette bataille, cette petite bataille, puisqu'il n'y a pas de mouvement de troupes imposant, comme à Austerlitz ou à Waterloo, il n'y a pas de mouvement audacieux, comme à Friedland ou Eylau. Pourtant, cette bataille a largement inspiré les artistes, les peintres, les dramaturges, les musiciens, et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Comment expliquez-vous cette créativité qui a inspiré par cette bataille? Parce que c'est le destin. C'est le destin. Le destin, d'abord, a penché en faveur des Autrichiens. Il penche ensuite en faveur de Bonaparte. Et c'est admirablement rendu dans Tosca, de Puccini. Dans Tosca, premier acte, c'est dans les fameuses églises, et Scarpia, le chef de la police, arrive, enfin, il est dans une intrigue amoureuse avec Tosca, mais enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on lui annonce, en premier acte, la victoire des Autrichiens, la victoire de Mélas sur Bonaparte. C'est pour Rome, qui craint beaucoup de se voir à nouveau pillé par les Français, c'est une éclatante victoire, et c'est la finie. L'acte est admirable, fini sur ce Te Deum, cet enthousiasme délirant de la fin du premier acte. Puis le deuxième acte, c'est le fameux interrogatoire du prisonnier de l'amant de Tosca. Et là, bon, ça se passerait à peu près, mais voilà qu'un des sbires de Scarpia qui est l'équivalent de Fouché pour la police romaine, Scarpia apprend là que finalement c'est Bonaparte est vainqueur et que donc tout change. Et donc il va se débarrasser de l'amant de Tosca, alors que, bon, au début, il était plus modéré. Donc, vous voyez, c'est un changement extraordinaire que Dumas rend aussi dans Les Compagnons de Jéhu. Tout à coup, tout change. Alors, bon, ça ne peut que fournir... C'est le coup de théâtre. Tout ressort dramatique est fondé sur un coup de théâtre. Vous avez là le plus beau coup de théâtre d'un homme qui, à midi, vaincu et n'est plus rien, va être brisé, va être arrêté par la police de Fouché, sera fusillé dans un coin, etc., et qui le soir est le maître de la France. Grand merci avec ce coup de théâtre pour finir, ce coup du destin. Grand merci Jean Tullard pour avoir remis quelques pendules à l'heure de la vraie histoire. Voilà, les historiens n'ont pas fini, je crois, de lutter contre une fascination qui déforme souvent la vue. La conversation de ce podcast est largement inspirée de votre dernier livre, Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte, aux éditions Buchet-Chastel. Vous nous racontez avec détail cette bataille heure par heure et vous séparez de façon très claire le bon grain et l'ivraie de l'histoire. Vous prolongez l'aventure d'ailleurs en nous contant tous les récits, légendes, créations artistiques au cours de cette bataille bien modeste finalement. Voilà, vous y parlez et vous en faisiez allusion du poulet Marengo, du chien Moustache, en passant par Stendhal qui s'est cru présent ce jour-là dans la campagne piémontaise. Un livre riche et agréable à lire de toute urgence si l'on veut connaître la vérité sur Napoléon. L'histoire napoléonienne vous passionne, vous voulez aller plus loin. La Fondation Napoléon, partenaire de ce podcast, vous donne rendez-vous sur son site très documenté, napoléon.org. Vous étiez dans un podcast Histoire de lire. Le grognard de service Vianney Malin au micro remercie Lucas Parino et Alexandre Néron et toute l'équipe d'Artea Communication. L'histoire continue et c'est avec vous. À très vite pour de nouveaux épisodes.